Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire centré sur le thème de l'utilisation de la data science en assurance. D'abord, je me présente. Je m'appelle Kezanshi et je suis ingénieur diplômé de l'école Centrale Paris et j'ai fait le master actuel. Après cette courte bio, on va passer au contenu de ce webinaire selon le plan suivant. Dans un premier temps, nous allons évoquer le contexte et les enjeux de l'entreprise quant à l'exploitation et l'analyse des données. Ensuite, afin de comprendre les notions techniques de façon concrète, nous allons voir un cas pratique. On verra ensuite des généralités sur d'autres applications. Enfin, on va voir les techniques de data science dans son ensemble avec un processus standardisé pour les différentes étapes à suivre. Dans les sociétés d'assurance et les mutuelles, on manipule et analyse une grande quantité de données sur les assurés, les contrats, les risques assurés et d'autres flux financiers et transactionnels. Les métiers d'analyse de données existent depuis que les données existent, comme les statisticiens, les gestionnaires de bases de données, ou les métiers plus spécialisés comme les actuaires ou ingénieurs financiers. Cependant, depuis quelques années, on entend de plus en plus des mots-clés comme Big Data, intelligence artificielle, machine learning ou encore deep learning. Ces méthodes sont aussi capables de traiter des données non structurées et mettre en œuvre des algorithmes prédictifs performants. Alors tout le monde se demande ce qui se cache derrière ces mots. Les métiers d'analyste de données traditionnels ont parfois peur que ces nouveaux outils supplantent leur travail existant, avec de nouvelles technologies utilisées par les grands acteurs tels que Google, Amazon, Facebook, Apple. Et les directions générales, de peur d'être en retard, créent des data labs. En effet, les enjeux opérationnels et stratégiques en exploitant les données sont nombreux, comme la qualité des données, la meilleure connaissance des clients, l'automatisation des processus opérationnels et la création de nouveaux produits. Certains ont déjà réussi à rentabiliser ces investissements dans des plateformes nouvelles, mais d'autres peinent à intégrer ces nouvelles méthodes. Ainsi, dans la presse, on peut déjà lire des articles parlant de la désillusion du Big Data. Cependant, il ne faut pas oublier que le Big Data, le Machine Learning et d'autres techniques ne sont que des outils. Parler de la désillusion du Big Data, c'est comme critiquer un marteau en disant qu'il est inutile parce qu'on l'a utilisé pour enfoncer une vis. Dans ce webinaire, je ne vais pas définir chaque mot, plutôt je vais vous montrer des applications, notamment avec un cas pratique très concret. Imaginons que nous sommes une entreprise d'assurance qui propose des contrats d'assurance professionnels pour des sociétés de BTP. Pour cela, nous disposons d'un document descriptif des activités de la société en question. Aussi, nous avons la nomenclature des activités BTP définie par la FFA. Nous devons alors associer ces libellés d'activités de la nomenclature à chaque contrat souscrit. Il est important de bien identifier les activités. En effet, l'association d'une ou de plusieurs activités permet de proposer un tarif d'assurance adapté. Aussi, l'entreprise peut interdire la souscription de certaines activités. On peut voir un cas très simple à droite de la slide. Dans ce premier document descriptif, on peut voir les mots-clés comme entreprise d'électricité générale, électricien, câblage électrique. Pour les humains qui savent lire, c'est très facile. Nous pouvons identifier l'activité en question qui est électricité parmi la liste des activités proposées. Mais pour une machine, comment on peut procéder? Ainsi, la problématique consiste alors à identifier automatiquement les activités de la nomenclature en fonction de la fiche descriptive en question. Une première approche consiste à analyser les mots-clés de façon exacte. Par exemple, pour l'activité électricité, on peut rechercher précisément ce mot électricité dans la fiche descriptive.
Cette méthode est très facile à mettre en place, mais la performance reste très limitée. En effet, on ne peut pas toujours trouver les mots de façon exacte. La deuxième approche consiste à rechercher les mots de façon approximative. Pour cela, nous allons utiliser la notion de distance entre deux mots. Une première méthode simple consiste à compter le nombre de lettres différentes dans les deux mots en question. C'est ce qui a été fait dans le tableau à droite. En pratique, pour chaque mot de la fiche descriptive, on peut calculer la distance entre celui-ci et toutes les activités. Plus la distance est courte, plus il est probable que ce mot décrit l'activité correspondante. Mais la performance de cette approche reste limitée. Par exemple, dans le cas du couple de mots ouverture et couverture, la distance est très faible, mais il s'agit de la même activité. Aussi, pour la plupart des activités, il y a un autre vocabulaire qui les décrit. Par exemple, pour la fabrication du dressing ou du placard, il s'agit de l'activité menuiserie, mais on ne mentionne nulle part un mot qui ressemble à menuiserie. On doit maintenant améliorer cette approche. Au lieu de rechercher un seul mot, qui est le libellé de l'activité, on peut définir et rechercher un ensemble de mots-clés. Pour cela, on peut discuter avec les gestionnaires et trouver des documents qui décrivent chaque libellé. Maintenant, on va voir l'approche machine learning. Pour cela, nous devons avoir une base de données avec les documents descriptifs d'un côté et les activités correspondantes de l'autre. C'est-à-dire que si vous venez de commencer à proposer ce type de contrat et que vous n'avez pas déjà des contrats souscrits, vous ne pouvez pas utiliser cette approche. En effet, l'approche machine learning consiste à utiliser toutes ces données disponibles et à construire un algorithme qui va analyser la relation entre les documents descriptifs et les libellés d'activités correspondantes. Dans un premier temps, il est nécessaire de transformer ces textes non structurés en une base de données classique structurée. Pour cela, on va utiliser une technique de text mining qui consiste tout simplement à compter le nombre de mots contenus dans les textes. Il faut aussi penser à supprimer les mots comme le, la, de, que, une, un, deux, qui sont des mots vides de sens. Dans la même idée, on peut pondérer la fréquence des mots contenus dans un document par rapport à l'ensemble des documents. C'est la technique de TF-IDF. Ainsi, on transforme un document en un vecteur où les variables consistent à représenter le nombre de mots ou la fréquence pondérée des mots qui apparaissent dans les textes. Ensuite, les libellés d'activité sont représentés par des variables binaires qui indiquent la souscription ou non des activités correspondantes. Avec cette base, on peut alors appliquer des algorithmes de classification. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ces algorithmes, une explication intuitive est de remarquer que, par exemple, quand les mots comme placard et dressing sont présents dans le document, l'activité menuiserie est souvent souscrite. L'algorithme va alors prendre en compte ce pattern et généraliser cette relation. Ainsi, pour une nouvelle société BTP qui mentionne ces termes placard ou dressing dans son document descriptif, on peut prédire que l'activité menuiserie pourrait être proposée. Sur cette base de données, on peut tester un ensemble d'algorithmes de classification. On peut citer l'arbre de décision, ou mieux, Random Forest ou GBM, afin d'avoir une performance prédictive plus grande. Dans certains cas, la régression logistique ou la classification naïve bayésienne pourrait très bien fonctionner. Pour chacun de ces algorithmes, il est nécessaire d'optimiser les paramètres afin d'éviter le surapprentissage ou le sous-apprentissage. Nous pouvons donner quelques exemples de résultats. Par exemple, pour l'arbre de décision, dans le but d'améliorer la performance prédictive des modèles de classification, on va aussi faire du feature engineering, qui consiste à transformer les variables. L'intuition de cette démarche, dans notre cas, est d'exploiter les subtilités de la langue naturelle afin d'obtenir plus d'informations explicites pour la prédiction des activités. Une première idée consiste à remarquer le fait que certains mots doivent toujours être analysés ensemble. Par exemple, on peut citer « salle de bain ». Si on fait un nettoyage de ces termes en supprimant « de », alors cela devient deux termes « salle » et « bain ».
ce qui n'ont pas le même sens que les trois mots initiaux ensemble. Ainsi, au lieu de compter chaque mot individuellement, on peut compter plusieurs mots ensemble. Une deuxième idée porte sur les racines des mots. Par exemple, les mots comme électrique, électricien, et ces mêmes mots au pluriel, ou encore électricité, ils ont tous la même racine. Ainsi, on peut remplacer ces mots par électrie. Dans cette même approche, on peut aller plus loin en regroupant des mots selon la sémantique. En effet, les appareils comme alarme, vidéosurveillance, caméra de surveillance sont similaires. C'est-à-dire que la compétence pour l'installation de ces derniers est la même. On peut comprendre cette approche avec l'intuition suivante. Quand on construit un algorithme qui prend en compte le mot alarme et que demain, une autre société BTP se présente en disant qu'elle fait des installations de vidéosurveillance, l'algorithme pourra savoir qu'il s'agit de la même activité. Pour ce faire, nous pouvons utiliser la méthode de Word2Vec. En pratique, le nombre de variables peut devenir très grand, comme chaque mot ou n-gramme est représenté par une variable. Grâce à Word2Vec et une méthode de clustering, on peut réduire le nombre de variables. Enfin, toujours dans la même idée d'enrichir les variables explicatives, on peut aussi prendre en compte les informations générales de la société comme le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, le code NAF, l'adresse ou d'autres informations qu'on pourrait trouver avec des sources externes. En faisant l'analyse de ces activités, on peut remarquer que parfois, certaines activités sont souvent liées, comme les activités plomberie et maçonnerie, ou encore charpente et couverture. Après avoir remarqué ça, on peut proposer sans doute des contrats d'emblée qui regroupent ces activités. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est la complétude de la nomenclature de départ. En effet, notre monde évolue très vite. Les technologies pour une même activité peuvent évoluer et présenter des risques nouveaux. Aussi, de nouvelles activités de BTP peuvent apparaître. On peut alors utiliser des méthodes non supervisées pour savoir si tel est le cas. Par exemple, on peut citer les Vous avez sans doute remarqué, l'analyse des données est un métier passionnant. On est parti d'une simple question et on arrive à d'autres cas d'utilisation. Nous pouvons faire un récapitulatif de ce qu'on peut faire. Un processus de souscription rapide avec une meilleure qualité de souscription concernant les activités associées au contrat BTP. Une analyse plus fine des risques. Et post-souscription, on peut aussi utiliser ces méthodes pour contrôler la qualité des activités saisies. On peut aussi construire de nouveaux produits d'assurance en détectant des activités nouvelles. Après avoir analysé en profondeur la problématique de départ, rappelons-nous comment on peut automatiquement identifier les libellés d'activité en fonction d'un document descriptif. On peut faire une synthèse des techniques data science utilisées. Dans un premier temps, on doit construire la problématique pour qu'elle réponde à un besoin métier concret. Ensuite, nous devons rechercher et collecter les données internes et externes. Si les entreprises BTP ont des sites internet, avec leur autorisation, on peut faire du web scraping. En présence des documents scannés, on doit faire de l'OCR. Nous devons ensuite manipuler et transformer les données textuelles à l'aide des techniques de text mining ou plus généralement du NLP. Avant de passer à des méthodes compliquées, on peut toujours créer un produit minimum viable pour tester des approches simples. En l'occurrence, l'approche de recherche de mots-clés peut être analysée. L'étape suivante consiste à construire et valider des méthodes de machine learning. Nous pouvons voir qu'un ensemble d'algorithmes peut être mis en œuvre. Enfin, la data visualisation avec un tableau de bord pourrait nous aider à mieux communiquer les résultats des analyses. Après ce cas pratique analysé en détail, on peut également citer d'autres applications. Pour chaque question posée, on peut suivre la démarche similaire comme on a fait précédemment. Très souvent, la compréhension de la problématique de départ est primordiale. Contrairement à la problématique vue dans le cadre des analyses des activités BTP,
qui est assez simple. D'autres problématiques ne sont pas toujours aussi claires. C'est le cas de la détection de la fraude. Par exemple, la question « Quels sont les algorithmes de détection de fraude ?» est beaucoup trop vague, au vu de la complexité des fraudes. Et aussi en général, le nombre de fraudes avérées est très faible. Cela implique des complications théoriques dans la mise en œuvre des algorithmes. Aussi, je vous propose une formation consacrée à cette problématique. Vous pouvez retrouver les dates des sessions sur mon site internet. Le webinaire est maintenant terminé. Je suis à votre disposition pour toute question et pour plus d'informations, vous pouvez visiter mon profil LinkedIn et mon site internet.